bonjour à tous. Je suis Monique Enyakou, je suis chercheuse en biotechnologie, en durabilité, et mes travaux portent essentiellement sur la valorisation des déchets organiques qui tournent dans le sens de la bioéconomie circulaire pour les systèmes agricoles plus écologiques et plus inclusifs. Alors, je suis heureuse d'être avec vous ce jour pour ce podcast qui va nous aider à introduire nos idées, ce que nous pensons autour des données probantes, surtout sur notre continent en Afrique. Alors, j'ai avec moi d'autres intervenants, Mamadou Chérif, Marina Guamé, qui avec moi allons discuter avec vous et énoncer en fait tout ce qui pour nous semble important et nécessaire pour que soient appliquées réellement les données probantes sur notre continent. Alors, je pense que chacun va s'introduire, chacun va se présenter et pour la suite, nous allons pleinement commencer ce podcast. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je participe à ce podcast. Comme a exactement précisé Monique. Donc, je suis Mamadou Chérif Diallo, statisticien économiste, assistant de recherche au laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Par ailleurs, je suis doctorant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Mes recherches portent sur l'impact de la gouvernance sur la croissance économique dans les pays de l'Afrique de l'Est. Merci. Bonjour à tous. Je suis Marina Kwame, docteur en économie. Je suis également assistante de recherche en économie au Centre de recherche microéconomie du développement de la Faculté des sciences économiques et, de gestion de l'Université de Félix Houphouët-Boigny à Cocody, en Côte d'Ivoire. Je suis vraiment honorée de participer à ce podcast portant sur la valorisation des données probantes en Afrique. Alors, les- le plateau étant dressé, je voudrais avec vous que nous puissions parler de quelque chose qui est assez important. Déjà, comment vous voyez les données probantes? Selon vos mots, assez simples, en deux, trois mots, j'aimerais que chacun puisse dire un peu ce qu'il pense des données probantes, ce qu'il sait des données probantes, mais surtout, comment est-ce que ces données-là peuvent être utilisées en Afrique, selon vous? Donc, avant de passer directement à la question, permettez-moi d'abord de rendre hommage à notre regretté, notre papa, feu professeur Abdou Salam Fall, qui nous a quittés le 15 août passé. Donc, je vais profiter de cette occasion pour vraiment rendre hommage à un grand sociologue, à un éminent professeur. Et bon, nous, ici, chez nous, au LAPES, lorsqu'on parle d'utilisation de données probantes, on pense directement à lui parce qu'il a formé tellement de personnes, tellement, il a enseigné tellement de personnes que nous, on était avec lui pendant plus de 5 ans, mais on ne le connaissait pas assez. Et un colloque a été organisé à son honneur le 4 et 5 de ce mois. Et nous, on s'est dit que vraiment, on était avec une personne qu'on ne connaissait même pas. Comme on le dit, nul n'est prophète chez soi. L'utilisation de données probantes en tant que statisticien, on s'est dit que là où actuellement, vu l'évolution de tout ce qui est donné, pour pouvoir, par exemple, impacter une société, il faut d'abord comprendre réellement les dynamiques sociales dans le but de prendre des décisions par rapport à un tel phénomène économique, social, ce qui fait que il est primordial de comprendre réellement les besoins, parce que dans chaque zone, il y a des spécificités propres, excusez-moi, qui font que les politiques ou les décisions prises ne peuvent ne pas être les mêmes. Et il faut souvent s'adapter à des situations. Merci. Comme vient de le dire aussi, Chérif, les données font partie intégrante réellement de la vie d'une communauté. Par exemple, en économie, pour pouvoir réellement capter de façon empirique les réalités d'une étude, il faut forcément utiliser les données. La raison pour laquelle
certaines institutions, certaines structures ou institutions internationales financent des enquêtes et pour pouvoir réellement évaluer les problèmes que vivent les différentes communautés. Et c'est à travers ces différentes données qu'on peut se permettre de pouvoir mesurer et capter les réalités sociales, les réalités économiques, les réalités politiques même, à tous les niveaux. Donc, selon moi, les données sont indispensables à l'évolution d'une société, à l'évolution d'une communauté. Pour moi, une donnée probante ou une donnée utilisable, pour qu'une donnée soit utilisable, il faut réellement que cette donnée soit manipulable, maniable et puis plus accessible à toutes les personnes de la communauté, à ceux qui sont les moins instruits, à des personnes qui sont assez moins instruites, comme aux personnes les plus instruites de la société. Donc, les données à tous les niveaux sont importantes dans le fonctionnement d'un État, d'une structure, d'une communauté entière. Ok, merci. Ok, merci. Je peux retenir de vos interventions que les données ont une importance une importance, on va dire, primordiale à chaque domaine. Je vois que ce soit en économie ou comme évoqué par Mamadou, les données probantes ont une place très importante, surtout pour notre continent. Et je partage pleinement votre point de vue parce que les données, en tant que scientifique, elles traduisent une solution concrète. Elles sont le langage, le format et le canal par lequel le public peut connaître ou bien peut se former d'une telle ou telle situation par rapport à un pays. Alors, je voudrais aussi appuyer sur ce point-là pour demander, donc plus concrètement, comment est-ce qu'il faut se permettre de transmettre ces données? Comment est-ce qu'il faut les rendre accessibles, comme Marina l'a suggéré, à tout le monde, que ce soit les personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir lire ou écrire, comment rendre efficacement ces données-là plus accessibles à différentes couches de population. Bon, peut-être à notre niveau, selon l'expérience que j'ai eue, bon, je me rappelle, je vais te donner juste, partager juste une anecdote avec l'équipe de l'ATES, notamment avec le professeur Abdou Salam Fall. On était dans un atelier là où on avait une restitution à faire. C'était une étude sur la protection sociale. L'objectif était de voir l'impact des programmes de protection sociale au Sénégal après avoir fait une étude sur le benchmarking. Et je me rappelle que ce jour-là, ils ont fait la présentation à Wolof, par exemple. Et ça, c'est important parce qu'il y avait des personnes, il y avait des gens qui venaient des régions, il y avait des représentants des personnes à mobilité réduite. Et ce qui m'a vraiment frappé, j'ai discuté avec une personne qui représentait les collectivités locales venant d'une région très lointaine, rurale. Après, il a réellement dit, j'ai senti qu'il a vraiment apprécié le fait que la présentation a été faite en Wolof. Parce que ça leur permet de comprendre réellement ce qui a été trouvé sur le terrain. Et là, parfois aussi, il y a des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas soit entendre, mais il faut s'adapter aussi. Il faut faire des visuels pour permettre à ces gens-là de comprendre. Et il y a plusieurs façons de s'adapter selon, comme je disais tantôt, selon la cible pour pouvoir faire comprendre à la personne. Ça c'est un problème pour pouvoir changer les mentalités en quelque chose. Sur le plan micro, et s'il s'agit des décideurs, bien sûr, on sait que il y a d'autres types, soit des présentations, soit des vidéos, soit des policy briefs, toujours s'adapter à la personne auquel on veut apporter l'information. Effectivement, je continue dans la même lancée que Chérif. En fait, pour que les données puissent être plus accessibles, là, il faudrait, comme il a dit, pouvoir traduire ces données-là, pouvoir les transmettre en langue locale. Peut-être deux langues les plus parlées dans un pays. En plus de la langue couramment, par exemple la langue française comme ça en Côte d'Ivoire, traduire les données là en deux autres langues les plus dominantes de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a aussi d'autres moyens qu'on peut utiliser comme les réseaux sociaux, le WhatsApp. On reconnaît que la plupart des personnes ou des jeunes en Afrique ici disposent au moins d'un smartphone.
Donc, pour que ces données-là puissent être accessibles à ces jeunes, à ces personnes-là, on peut se permettre aussi de les transmettre, leur permettre de pouvoir accéder à ces données à travers les réseaux sociaux comme le WhatsApp. Et aussi, on peut utiliser aussi certains moyens de communication comme les radios communautaires. Voilà, les radios. On sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas de smartphone également à notre ère là, dans les zones rurales. Donc, on peut se permettre de pouvoir communiquer aussi à des personnes dans les profondeurs de nos régions là, par les radios communautaires, en langue locale, comme aussi en d'autres langues aussi. Voilà, c'est ce que je pense pouvoir permettre de rendre les données encore plus accessibles aux différentes populations. Ah, en tout cas, pour reprendre un peu les mots que vous avez utilisés, l'accessibilité, il y a déjà la barrière linguistique et vous l'avez évoqué tous les deux. Et donc, je voudrais, ça me donne de pouvoir poser cette question-là. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Parce que dans la plupart des cas, c'est seulement en anglais. La plupart des cas, oui, c'est en anglais que les données sont traduites. Même aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire un podcast typiquement francophone. Alors, je voudrais avoir votre impression sur cette démarche. C'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose à promouvoir afin de permettre à chaque couche, chaque personne de pouvoir s'exprimer selon ses compétences, selon son pays, son origine, sans aucune barrière. Je voudrais savoir votre impression sur cette initiative-là. Bon, je Alors, pense on peut que recommencer le tour. Oui, allez-y. je pense que la barrière linguistique, elle est nous-mêmes, on vit ça tout le temps, par exemple sur les conférences. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait Evidence 2023. Donc, à un moment donné, j'étais exclu. Parce que, bon, je n'avais pas un bon niveau en anglais et tout, mais c'est vraiment pénible. Et parfois, on ne prend pas en compte les personnes qui ne maîtrisent pas la langue, supposons. Là, c'était l'anglais. Mais même au sein des pays aussi, c'est la même chose. Peut-être nous, au Sénégal, ici, on a la chance. Peut-être c'est plus facile d'utiliser les langues locales vu qu'il y a le Wolof qui est parlé par l'écrasante majorité de la population. Donc, ce n'est pas aussi compliqué que supposons que la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, où il y a plus de soixantaine de langues. C'est moins compliqué au Sénégal, mais il faut tout le temps essayer de s'adapter au moins tout faire pour pouvoir faire soit les présentations ou tout ce qui se fait dans les langues les plus parlées. Bon, de toutes les façons, on ne peut pas, il y aura toujours des exclusions, mais au moins, il faut minimiser ces exclusions. Parce que là, même dans les conférences, je pense à Evidence 2025, les anglophones ont compris que nous, on était fatigués. Parce qu'à un moment donné, elle était aussi obligée de porter les casques, comme nous, on le fait tout le temps. Mais bon, de toutes les façons, ça doit s'améliorer et essayer de minimiser les exclusions. Même malgré que ça peut rester, mais il faut toujours les minimiser. Je pense également que ce sont vraiment des initiatives à vraiment encourager. Maintenant, ce que je propose, c'est que ici, nous faisons un podcast spécialement en anglais, en français. Maintenant, imaginons que nous voulons aussi participer ou suivre un podcast qui est réalisé en anglais. Bon, nous, les francophones, on peut comprendre un peu d'anglais, mais pas entièrement, pas comme les anglophones. Donc, selon moi, il serait vraiment judicieux d'avoir toujours un traducteur à côté. Voilà. Pour que les autres qui ne sont pas, qui parlent pas la même langue que nous puissent aisément suivre le podcast ou bien suivre également ce qui est communiqué. Voilà, donc c'est ce que je pense. Oui, effectivement, ça dit la barrière linguistique occupe vraiment, est un problème assez important. Et je pense qu'il y a certaines présentations où on n'a même pas pleinement la possibilité de comprendre comme il faut et d'acquérir toutes les connaissances qui sont partagées justement à cause de la barrière linguistique. Et donc, si je veux parler de barrière linguistique, c'est forcément qu'elle s'oppose à une certaine communauté scientifique. Parce que je veux vraiment qu'on puisse parler de communauté de preuves. Parce que c'est là aussi, quand on finit d'avoir une certaine accessibilité, comment avoir une communauté de preuves solide, surtout avec cette barrière linguistique. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour une communauté de preuves puisse naître au-delà de la barrière linguistique?
qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour qu'on puisse se rassembler? Qu'est-ce qui est commun et qui peut servir de levier afin d'avoir une communauté de preuves plus solide?